Donc bonjour à tous. Vous n'êtes pas encore tout à fait là, mais vous êtes 40, donc on va pouvoir commencer. Donc l'objectif aujourd'hui, hein, c'est vraiment de corriger la génétique et également de corriger les exercices d'enzymologie. Donc je ne vais pas poursuivre sur le cours. Je vais vraiment faire ces exercices. Avant de commencer, j'aimerais bien. Donc là, c'est la première matinée. Vous avez fait 3 cours de sciences le matin. Je pense que c'est pas mal. Ça vous libère pour l'après-midi. Surtout, en fait, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous convient, ce que vous préférez faire, etc., pour que nous, on puisse aussi s'adapter, hein. C'est nouveau pour vous, c'est nouveau pour nous aussi. Donc, on a besoin de vos retours, de vos avis. Je souhaiterais aussi vous dire que, en fait, pour moi, j'ai pas beaucoup de retours de votre part quand je fais cours. Donc, d'habitude, hein, j'ai l'habitude d'être devant la classe et de voir un peu comment vous réagissez. Donc, vraiment, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main pendant la session pour que je vois un petit peu, à prendre la parole, histoire que j'entende un peu votre voix. Vous pouvez même vous montrer en vidéo, hein, si vous le souhaitez. Et puis, à bien utiliser le chat quand c'est nécessaire. Donc voilà, un petit peu. Par ailleurs, si vous avez des difficultés particulières, etc., n'hésitez pas non plus à nous en faire part. Hein, là, il y a une semaine qui s'est écoulée avec des cours comme ça risque de durer un certain temps, hein, visiblement. Donc voilà, il va falloir qu'on s'habitue. On s'est déjà assez bien organisé, mais voilà, faites-nous vraiment des retours. Dites-nous ce qui va pas. J'ai pas eu non plus toute la fiche Excel qui a été remplie par tout le monde. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre à jour régulièrement. Oui, tous les cours Milan se feront sur les horaires d'aujourd'hui et j'ai mis à jour sur le compte Google. Donc, du coup, vous avez comme ça tous les horaires de cette manière. Si ça vous convient, hein, vous essayez ce matin. Si ça vous semble trop, vous me direz. Voilà. Alors, sur les exercices de génétique, je tiens déjà à m'excuser parce qu'effectivement, il y a une erreur que Milan a bien relevée hier, il me semble. C'est Milan, hein, oui. Euh, oui, Manon, il y a une fiche Excel à remplir. Alors, c'est pas Excel, hein, c'est un tableur sur le compte Gmail. Donc, si vous allez sur le compte Gmail, et je vous ai également envoyé un mail par mon mail académique qui vous donne le lien. Voilà. Donc, c'est assez facile à remplir et ça nous permet, nous, de savoir si vous avez des problèmes particuliers. Voilà. Et n'hésitez pas, donc j'ai mis remarques générales, remarques éventuelles. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos remarques, etc. euh, Parce que c'est important pour nous, pour savoir comment on s'adapte. Voilà. Donc si on reprend les exercices, donc en fait, sur l'exercice 2, couleur du corps et longueur des ailes chez la drosophile, j'ai fini par comprendre l'erreur que j'avais faite, donc c'est même pas celle que j'ai marquée sur Discord, donc on y reviendra. De toute façon, ce qui était important, c'est que vous fassiez un échiquier correct. Voilà. On va d'abord revenir sur Sordaria. Vous aviez un exercice, donc page 4 de votre TP, d'accord? Et je vais afficher un petit peu les documents. Donc, page 4 de votre TP, donc on avait cette fois-ci une analyse de sport et de sordaria avec 2 caractères et non plus un seul caractère. On parle donc dans ce cas-là de dihybridis. Voilà. Donc, les 2 caractères étaient la couleur de la spore, la couleur de l'if, mais également la couleur. Mais également, c'était la couleur de l'if et la croissance. D'accord? Le taux de croissance. Donc, croissance lente, petit a, croissance rapide, grand A. Donc, on faisait un croisement entre les 2 ifs et on regardait un petit peu les asques qu'on obtenait. Et on obtenait, on vous disait, des asques de type dit type parental, 10 asques avec seulement des spores de type parental, c'est-à-dire soit noirs à croissance lente, soit qui vont donner en des ifs soit noirs à croissance longue, soit des ifs jaunes à croissance rapide. D'accord? On avait des ditypes recombinés, ce qui veut dire qu'ils vont donner soit des spores noirs à croissance rapide, soit des spores jaunes à croissance
lentes et des tétratypes où on avait les 4 types de spores. Donc la première question, la première chose qu'on vous disait également, c'est qu'on a bien quelque chose de logique, c'est-à-dire que dans chaque asque, on a 8 spores, 4 noirs, 4 jaunes, 4 à croissance rapide, 4 à croissance lente. D'accord? Donc on vous demandait, première question, hein, c'était de donner le génotype de la cellule mère des spores, donc la cellule œuf, qui est effectuée par croisement. Donc là, le génotype, il était simple, hein. On est chez un double hétérozygote qui sera pour le gène de couleur des spores hétérozygote NJ et qui sera pour le gène vitesse de croissance hétérozygote grand A, petit a. D'accord? Ensuite, on vous demandait de figurer l'allure de chaque type d'asque. Donc, je vous donne la figure que j'avais faite. Alors, j'ai fait les choses à la main à peu près, hein, comme vous auriez pu les faire. Donc, si vous voulez, je vais grossir un peu. Donc, si vous regardez ici, hein, effectivement, j'obtiens une cellule œuf JN grand A petit a. Et puis, je vous ai schématisé donc un ditype parental, donc avec uniquement JA et NA. Donc, en fait, j'ai pris un type donc, qui est grand J, grand A, donc qui sera violet, et un type grand N, grand A, qui sera rouge. Et donc, on figurera les ifs négatifs en rouge, les chromosomes des ifs négatifs en rouge et les chromosomes des ifs positifs en violet. D'accord? Donc, voilà un ditype parental. Et voilà un ditype recombiné. Donc déjà là, avec ces deux types d'asques qui vont donner 8 spores chacun, on voit bien qu'on a une recombinaison. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des individus qui ont un phénotype que n'avaient pas les parents. Et ça, c'est important, et ça, c'est le résultat de la reproduction sexuelle. Si je prends la diapositive suivante, donc là, je vous ai mis 2 tétratypes. Donc, je vois que quand j'ai des tétratypes, j'ai 4 types de spores. Ici, j'ai grand J grand A, grand N grand A, grand J petit a, grand N petit a. D'accord? On pourrait imaginer un tétratype comme ça. D'accord? Avec les J ici, les N ici, et puis les A qui changent. Voilà. Donc, la question ensuite, c'est comment on interprète ces tétratypes ou ces ditypes. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors là, vous avez peut-être une petite idée. Pour avoir des ditypes, qu'est-ce qui fait qu'on a un ditype parental ou un ditype recombiné? Qu'est-ce qui se passe et où a lieu cette recombinaison? Alors, la première diapo, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci, Alexandre? C'est bon? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a un ditype parental ou un ditype recombiné? Alors, les crossing over, on peut en avoir, mais est-ce qu'ils seront à l'origine des ditypes, les crossing over? Crossing over en prophase 1. Est-ce que ici, quand j'ai des ditypes, j'ai eu un crossing over? Alors, on vous dit dans le document que les gènes, il existe, donc on vous dit hein, que les gènes sont indépendants. Il me semble qu'on vous le dit. Voilà, il existe un gène contrôlant la croissance du mycélium localisé sur un autre chromosome de Sordaria. Donc, on est avec des gènes indépendants. Donc, effectivement, alors, ça ne peut pas être des mutations qui peuvent être à l'origine de ça. On n'a pas le temps d'avoir des mutations. Là, on a 3 générations cellulaires. Par contre, quand les gènes sont indépendants, effectivement, là, on a ce qu'on va appeler un brassage intrachromosomique. Donc, je vous fais avec le schéma. Un brassage, je reprends ce que dit Romane, elle a raison, interchromosomique, donc qui a lieu en métaphase 1. Donc, si je reprends, non, c'est ici.
Donc effectivement, le brassage interchromosomique, c'est lié au fait que les chromosomes se positionnent au hasard de part et d'autre de la plaque métaphasique, ce qui fait qu'on peut avoir soit les deux chromosomes d'un parent d'un côté, les deux chromosomes de l'autre parent de l'autre, et dans ce cas-là, on aura un ditype parental. D'accord? Si on a une recombinaison, c'est-à-dire l'autre cas de figure au moment de la métaphase 1, c'est-à-dire un chromosome de type plus et un chromosome de type moins de part et d'autre de la plaque métaphasique. Dans ce cas-là, on va avoir une recombinaison intrachromosomique. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin. Donc, une recombinaison interchromosomique entre les chromosomes. Et donc, on aura un chromosome de chaque type, de chaque parent, d'accord, dans les sports de la descendance. D'accord? Donc ça, je pense que c'est compris. Je peux vous agrandir un petit peu donc, dans le premier cas. Hein. Après, j'ai juste fait ce qu'on avait fait. Alors, par rapport au schéma qu'on avait fait pour Sordaria avant-hier, j'ai juste mis phase S et mitose ensemble. Hein, d'accord? Donc, chaque cellule va en donner deux. Ici, chaque cellule en donne deux. Chaque cellule en donne deux, etc. D'accord? Donc, voilà. Voilà pour le ditype recombiné. La question se pose sur comment est-ce que, cette fois-ci, on obtient un tétratype. Comment je fais pour avoir à la fois du parental, grand J, grand A, par exemple, et du recombiné, grand N, grand A. Donc là, je vous écoute de nouveau. Ah, bah, je vous ai donné la réponse. Ça va pas? Alors, dites-moi qu'est-ce qu'il faut comme brassage et comment ça se passe. Vous aviez la réponse. Je vous écoute. Allez. C'est un brassage intra, d'accord, Mathieu? Il a lieu où? Entre quel chromosome et entre quel gène? Alors, vous pouvez réfléchir pour ce tétratype-là et pour ce tétratype-là, d'accord? Sur ce qui se passe. Sur les deux tétratypes. Donc ici, le brassage chromosomique, il aurait lieu où? Donc, on ne peut pas avoir un brassage intrachromosomique entre N et A. Ce n'est pas possible parce que N et A n'appartiennent pas, ne sont pas les mêmes gènes. D'accord? Donc effectivement, ce sera entre N et J pour le tétratype du haut. D'accord? Et pour le tétratype du bas, pour le tétratype du bas, vous voyez que j'ai 4J, 4N. Par contre, c'est les A qui changent. Donc le brassage, il est entre grand A et petit a. On est bien d'accord, un brassage intrachromosomique, c'est un brassage qui n'affecte que une même paire de chromosomes. Alors attention ici, hein, à chaque fois, comme on a des gènes indépendants, ce n'est pas vraiment un brassage, ça va être une recombinaison intrachromosomique qui n'aboutit pas vraiment à un brassage. Le brassage en soi, le fait qu'on ait du parental ou du recombiné, c'est plutôt associé à du brassage interchromosomique. Voilà. Donc, je vous donne le résultat. Donc, je vous l'ai fait que pour un, mais vous êtes tout à fait capable de faire pour les deux. Donc, je vous montre ici. D'accord? Donc, vous avez, si vous regardez ici, donc vous avez ici la position possible du crossing over. D'accord? Qui va permettre d'obtenir des chromosomes recombinés que vous avez ici. Et donc, ça va être cohérent et ça va me permettre d'obtenir un tétratype. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un tétratype, c'est qu'il y a eu un crossing over. Voilà.
Donc, pour l'autre tétratype, bah, ça va être assez similaire, sauf que le crossing over, il aura lieu entre grand A et petit a. Alors, on peut imaginer qu'il y a plusieurs crossing over, on peut imaginer tous les cas de figure, d'accord? Mais en tout cas, à chaque fois, on obtiendra soit un tétratype, soit un ditype. Voilà. Alors, vous aviez encore une question, c'est déterminer le pourcentage d'ascospores recombinés. Donc, cette fois-ci, on ne regarde plus les asques, on regarde les spores. Alors, à votre avis, comment on va compter? Combien il y a de spores recombinés? Comment on va faire? Par exemple, combien j'ai de spores recombinés dans les tétratypes? Combien j'ai de spores recombinés dans un ditype parental et dans un ditype recombiné? Je suis tout ouïe. Oui, c'est-à-dire on compte toutes les spores recombinées et toutes les spores parentales. Et on essaye de voir quelle est la proportion. Donc cette fois-ci, on prend dans chaque tétrade, on prend d'un côté les spores parentales de phénotype parental et de l'autre celle de phénotype recombiné. Alors, en sachant que pour les spores, phénotype et génotype, c'est la même chose parce qu'elles sont haploïdes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à peu près du pourcentage? C'est à peu près ça. Alors, je reprends, effectivement. Si je prends un ditype parental, donc le premier ditype que j'avais, d'accord? Là, effectivement, Alix, ça nous fait du 50%. Si je prends un ditype parental, je n'ai aucune spore recombinée. J'ai 8 spores parentales par asque. Si je prends un ditype recombiné, les 8 spores sont recombinés. Donc 8 spores recombinés par asque. Un tétratype, vous avez dedans 4 spores recombinés, 4 spores parentales. Quand on regarde les chiffres qu'on vous dit, on dit qu'il y a 10 asques de type parental, 10 types parentaux, 15 asques qui sont de 10 types recombinés, 56 asques de tétratypes. Donc ça me permet de dire qu'on est à peu près à 50-50. Alors, il y a un petit peu plus de recombinés que de parental, mais ça peut être juste de la statistique. D'accord? Et ça me montre le fait que j'ai la même proportion. Ça me montre que mes gènes sont indépendants. Si mes gènes étaient liés, j'aurais plus d'asques parentaux que recombinés. Voilà. Donc, pour cet exercice, j'espère que c'est bon. S'il vous reste des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je réexplique, c'est le moment de le demander. Et puis, on va passer à l'exercice suivant. Oui, oui. En fait, là, j'ai complété, pour répondre à Chloé, là, j'ai complété le diaporama du TP en mettant les corrections d'exercice. Donc, je remplacerai le diaporama que j'ai mis sur votre drive par celui-ci, de même que je remplacerai les documents que j'ai pu corriger rapidement. Mais une ascospore, c'est comme une spore, en fait. Un asque contient 8 ascospores. Alors, j'ai tendance à dire spore pour aller plus vite, mais ascospores, ce sont les spores des asques. Est-ce que ça, c'est bon, Agathe? Alors là, on ne peut pas faire de distance génétique ici, d'accord? Parce qu'on n'a pas des gènes liés. Pour faire une distance génétique, il faut que mes gènes soient liés. Donc ici, il n'y a pas de distance génétique à faire. Le fait qu'on soit 50-50, c'est la distance d'une certaine façon maximale, et donc on a des gènes indépendants. Voilà. Donc je passe à la suite. Donc ici, ensuite, vous aviez donc... alors, ce que je vais...
Les homologues vont bien par couleur. Non, 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 Alexandre. La couleur correspond à l'origine des chromosomes. Les homologues vont par taille, d'accord? J et N sont homologues. Enfin, les deux chromosomes ici, violet et rouge, sont homologues. D'accord? Ils ont la même taille, ce sont les mêmes chromosomes qui portent les mêmes gènes, mais pas les mêmes allèles. D'accord? Je reprends. Donc ensuite, je vais juste d'abord reprendre le premier exercice qu'on avait fait avec les souris blanches. Je vous avais dit que je n'avais pas fait l'échiquier de croisement des deux F1. D'accord? Donc F1 fois F1, je reprends un petit peu le contexte. Donc on avait des souris grises, des souris blanches qu'on croisait entre elles. On avait un phénotype dominant qui était, enfin un allèle dominant qui était G, donc le phénotype gris qui était également dominant. Et on faisait un croisement F1 et après on prenait une souris F2, d'accord? Donc j'ai corrigé, hein, j'ai mis bien F2. Une souris F2 qu'on croisait avec une souris blanche, une souris grise F2 dont on ne connaissait donc pas le génotype. Et je ne vous avais pas fait l'échiquier pour le croisement en F1 qui permettait de répondre de dire si les gènes sont bien portés si le caractère couleur de la peau est bien porté par un seul gène. Donc dans ce cas-là, on fait l'hypothèse que ce caractère est porté par un seul gène. Et quand je fais le croisement F1 par F1, je mets en première ligne les gamètes possibles de l'un de mes, enfin par exemple de la femelle, et en première colonne, les gamètes possibles du mâle. Et ensuite, je fais mon croisement. Quand je fais mon croisement, j'ai G sur G, grand G sur grand G, grand G sur grand B, grand G sur grand B, et grand B sur grand B. Donc j'obtiens bien 63 quarts de souris grises, 75%, et un quart de souris blanche. Donc avec mon hypothèse que mon gène est porté, en fait, mon phénotype de couleur de peau, couleur du poil en l'occurrence, est porté par un seul gène, avec cette hypothèse, j'obtiens effectivement le résultat attendu, donc mon hypothèse est validée. D'accord? Juste une remarque, quand on connaît l'allèle dominant, en général, quand on écrit le génotype, on met toujours l'allèle dominant au-dessus. D'accord? Ça permet de lire très très vite ensuite le phénotype. Voilà. Alors, pour l'exercice un petit peu plus complexe que vous aviez à faire, je vous remets l'énoncé. Je m'excuse vraiment pour l'erreur. J'ai enfin compris quelle était mon erreur. Donc, en fait, j'avais mis un zéro de trop ici. D'accord? Il me semblait qu'avoir fait 2 erreurs en tapant, etc., c'était étonnant. Donc, j'avais mis un zéro de trop ici, ce qui fait que je n'ai que 32 individus qui sont double récessifs en F2. D'accord? Donc, je reprends. On étudie la transmission des deux locus responsables de la couleur du corps et de la longueur des ailes chez la drosophile. Donc, vous avez le gène E pour ébène et le gène VG, ébène ou ébony en anglais, d'accord? Et le gène VG pour vestigial. Donc en général, on donne au gène le nom du phénotype quand le gène est muté, d'accord? C'est-à-dire que quand le gène est normal, votre drosophile est de couleur normale, c'est-à-dire grise. Quand le gène VG est muté, donc VG-, votre drosophile est de couleur ébène. Excusez-moi, j'ai mélangé. Donc, je reprends. Pour le gène ébony, d'accord, quand le gène est sauvage, la drosophile est grise, et quand le gène est muté, la drosophile est noire, ébony ou ébène. Pour le gène VG, quand la drosophile est sauvage et porte les allèles sauvages, elle a des ailes longues. Quand elle est mutée, elle porte les allèles mutés
et elle a des ailes vestigiales, des ailes toutes petites. Alors, autant vous dire qu'une drosophile aux ailes vestigiales, ça ne survit qu'en laboratoire. D'accord? Mais en laboratoire, on a tout un ensemble de lignées de drosophiles mutantes qui survivent et qu'on maintient d'une génération à l'autre. Alors, ici, on a des lignées pures, d'accord? Et on obtient une première génération F1 qui présente le phénotype sauvage, E+, VG+, à 100%. D'accord? Donc, réaliser l'échiquier de croisement de façon à pouvoir déterminer le génotype des individus F1. Alors, quand on est ici, dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin de faire un échiquier. Hein. On peut simplement obtenir quelque chose comme ça. Donc, on note le phénotype des parents, le génotype des parents, et on peut en déduire assez facilement, comme les parents sont double homozygotes, ils ne peuvent chacun produire qu'un seul type d'allèle. Donc, on a le génotype de la descendance F1. Juste une remarque, je suis partie de l'hypothèse que mes gènes sont indépendants. Donc, j'ai mis le point-virgule ici qui sépare deux paires de chromosomes. D'accord? C'est l'hypothèse de base que l'on fait tout le temps parce qu'on sait très bien que quand les gènes sont indépendants, d'accord, à ce moment-là, c'est très facile de prédire les résultats et les statistiques que l'on devrait obtenir. Donc, si on part de cette hypothèse, on peut soit la valider, soit l'invalider. Si on l'invalide, ça veut dire que les gènes ne sont pas indépendants. Il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'ils sont liés. Donc, on part toujours de cette hypothèse-là. D'accord? Donc, ma F1, c'est P1 fois P2. Elle est E plus E moins, VG plus, VG moins. Comme le phénotype, c'est E plus, VG plus, alors E plus et VG plus sont les deux allèles dominants. D'accord? Donc ensuite, on vous demande de réaliser, d'accord? On réalise ensuite les croisements, on obtient la génération F2. On vous demande de réaliser un échiquier de croisement de façon à pouvoir déterminer les génotypes des individus F2. Oui, Romane, il faudra préciser. On part de l'hypothèse que les gènes sont indépendants. D'accord? Il faut toujours partir de cette hypothèse. Finalement, quelques règles, on fait toujours l'hypothèse la plus simple à tester, les gènes sont indépendants, et on a l'habitude de positionner l'allèle dominant en haut lorsque l'on note les génotypes avec un S, ce qui permet de rapidement connaître le phénotype. D'accord? Donc, voici le type d'échiquier de croisement que vous pourriez obtenir. Donc, vous avez ici les 4 allèles possibles d'un individu F1, les 4 allèles possibles d'un individu F1. D'accord? Alors, je suis passée du stylo noir au stylo violet parce que mon stylo noir ne fonctionnait pas. Mais la couleur noire ou la couleur violette n'ont pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est les couleurs au crayon de couleur. D'accord? Donc, en fait, ici, finalement, toute ma première ligne, elle va avoir au moins un allèle dominant E+, au moins un allèle dominant VG+. Donc, j'aurai des phénotypes E+, VG+. C'est la même chose pour ma première colonne. Et je n'aurai qu'un seul individu qui est double homozygote E-, VG-, et donc qui aura le génotype E-, VG-, qui est un des génotypes, le phénotype, pardon, E-, VG-, qui est un des phénotypes parentaux. D'accord? Donc ensuite, on va avoir 3 individus qui sont E+, VG-, E+, VG-, E+, VG-, 3 individus qui sont E-, VG+, ici. D'accord? Donc, si on part de l'hypothèse les gènes sont indépendants, on devrait avoir sur nos 16 individus 9 16e qui sont de phénotype dominant, 3 16e qui ont le phénotype E+, VG-, 3 16e qui ont le phénotype E-, VG+, et un 16e qui ont le phénotype E-, VG-. Donc, avec les proportions que je vous ai données au départ, est-ce que mon hypothèse est validée? Exactement. Mon hypothèse est effectivement validée. Donc, mes gènes sont indépendants. Non, pas un seul gène. Axel. Je dois préciser. Oui. Voilà. Une paire
Qu'est-ce que vous voulez dire par une paire, Lina? On a une paire de enfin, on a deux paires de chromosomes ici. Si les gènes sont indépendants, ils sont chacun sur un chromosome différent. D'accord? Là, on ne fait pas l'hypothèse. Enfin, l'hypothèse qu'on a un seul gène, elle est donnée en fait, hein. Là, si on ne vous demande pas de le valider, c'est qu'on va considérer que chaque caractère est contrôlé par un seul gène. Et ensuite, l'hypothèse suivante, c'est que les gènes sont indépendants. C'est bon? Voilà. Donc, voilà, on peut dire que E et VG sont indépendants. Alors ensuite, on vous demandait de vérifier sur la carte génétique. Donc voilà la carte génétique de la drosophile. Je vais vous... Donc là, ici, vous avez le chromosome 2. Sur ce chromosome 2, j'ai le gène VG qui est positionné ici. Donc ma drosophile ici a des ailes normales, ici elle a des ailes vestigiales. Vous avez dû en terminale regarder à la binoculaire des drosophiles aux ailes vestigiales. Et puis ici j'ai ma drosophile corps clair et ici j'ai ma drosophile corps éboni. Voilà. Donc là, on ne peut pas calculer de distance, vu que c'est indépendant, il n'y a pas besoin de calculer de distance. Voilà. Si mes gènes avaient été liés, ma distance correspondrait au pourcentage de recombinaison, c'est-à-dire au pourcentage d'individus recombinés dans ma génération. Alors c'est dans dans la génération F2, mais en test cross. Voilà. Ou même en F1 fois F1, ça marche aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Alors, ce que j'aimerais, du coup, c'est que vous fassiez tout seul l'exercice complémentaire. Alors, la distance génétique, alors, maintenant qu'on sait faire, pour la distance génétique, en fait, si on fait de la génétique dite mendélienne, comme celle qu'on vient de faire ici, où on regarde des caractères qu'on va suivre, etc., sans avoir accès aux séquences, d'accord? Eh bien, la distance, elle peut être calculée par le pourcentage de recombinaison. Et cette carte génétique, qui est une carte génétique partielle, hein, seulement avec les caractères les plus connus de la drosophile, n'a été obtenue que de cette manière, en déterminant la distance par le pourcentage de recombinaison. D'accord? Aujourd'hui, effectivement, on peut mesurer les distances en fonction du nombre de paires de bases. Plus le nombre de paires de bases est important, plus la probabilité de recombinaison sera forte, donc plus le pourcentage de recombinaison est important. Et on s'est rendu compte, en comparant les cartes génétiques faites avec la génétique classique mendélienne et du pourcentage de recombinaison, et les cartes génétiques qu'on obtient grâce soit aux enzymes de restriction, soit au séquençage, d'accord? On s'est rendu compte que grosso modo, ça colle dans 90% des cas. Il y a quand même des zones dans les génomes où il y a des recombinaisons plus fortes et des zones où il y a des recombinaisons très faibles, d'accord? Mais de façon générale, ça colle. C'est-à-dire, plus j'ai de distance, plus j'ai de recombinaisons. D'accord? Je pense que j'ai répondu à votre question, Juliette. Non, parce que ça dépend. Ouais, ça dépend un petit peu de l'espèce, entre le nombre de paires de bases et le pourcentage de recombinaison. Donc, pour une espèce donnée, oui, on peut le faire, mais d'une espèce à l'autre, ça peut être variable. Voilà. D'accord? Alors, juste pour introduire l'exercice complémentaire, dans l'exercice complémentaire, il y a une petite subtilité. D'accord? Donc, on a des mufliers, ce sont des fleurs zygomorphes, c'est-à-dire à symétrie bilatérale, qui diffèrent soit par la couleur, soit par la forme de leur corolle. D'accord? Les uns étant de forme normale, c'est-à-dire une corolle symétrique par rapport à un plan, donc une corolle à symétrie bilatérale, et les autres sont de forme anormale avec une corolle régulière, donc une symétrie axiale. La couleur de la corolle est portée par un seul gène, la forme de la corolle est portée par un seul gène. D'accord? Donc, on a des fleurs rouges et des fleurs blanches.
Et en fait, on obtient dans la descendance des fleurs roses. Donc, comment interpréter ce phénotype? Comment expliquer qu'on puisse obtenir des fleurs roses? Je vous écoute. Exactement. Ce n'est pas de la recombinaison, c'est juste de la codominance. C'est-à-dire que les deux gènes s'expriment en même temps. Donc, si vous avez du rouge que vous mélangez avec du blanc, vous obtenez du rose. D'accord? Donc, les hétérozygotes sont roses, les homozygotes rouges sont rouges, les homozygotes blancs sont blancs. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, ça va vous permettre de répondre à l'exercice. Je pense que l'idéal serait que vous me fassiez l'exercice et que vous me fassiez au moins l'échiquier de croisement, la question 2, par écrit, que vous pouvez scanner et que vous déposerez dans le truc Google School là, pour, euh, euh, pour voir. Donc, je vous redonnerai les modalités un peu plus en détail, mais ça me permettrait de m'assurer que vous ne faites pas d'erreur sur les échiquiers de croisement. Voilà. Donc, juste l'échiquier de croisement que vous photographiez, que vous scannez et que vous déposerez dans l'espace Google Classroom. Ça y est, j'y arrive. Voilà. Donc, il nous restait ensuite à parler un petit peu des primaires. Je reprends le document. Donc, je voulais juste déjà commenter les images que je vous avais mises sur Discord. Donc, effectivement, la première prime vert qui que je vous avais montré, hein, vous voyez que le stigmate ici est visible, d'accord, et que les étamines ne sont pas visibles hein, de dessus. Quand on coupe la fleur, en fait, les étamines, alors c'est un peu difficile à voir, j'ai pas d'appareil photo qui fasse des macros, euh, donc on a fait ce qu'on a pu. En fait, les photos sont pas de moi, hein, c'est mon fils qui sait faire des photos, moi je sais pas faire. Donc ici, on a les anthères qu'on voit bien, et puis ici, le stigmate qu'on voit bien, qui est haut et qui est porté par un long style. Donc c'est une longistyle. Voilà. Euh, alors, ensuite, la deuxième ici, donc vous avez une prime vert violette. Alors, c'est une prime vert d'un autre type, elle est beaucoup plus petite. Hein. Donc, elle a, comme toutes les primes verts, uniquement 5 pétales. Et ici, vous avez des étamines qui sont visibles. En fait, on voit les anthères, mais on ne voit pas le stigmate. Et quand je l'ouvre, en fait, mon stigmate est juste là, d'accord, porté par un petit style. Donc, c'est une fleur brévistylée. L'exercice de génétique, on va dire pour peut-être pour mardi, d'accord? Je vous mets tout ça bien. Ça ne sera pas très long à faire. Hein. Donc pour mardi, ça vous permet de bien revoir tout ça. Et ce qui serait bien, c'est que pour lundi, par contre, et ça je vous le remettrai, vous ayez commencé à regarder et à lire un petit peu le prochain cours hein, sur les biosynthèses caractéristiques qu'on va commencer. Et là aussi, je mettrai en place, je vais voir un petit peu comment des sujets à réponse courte en ligne, que je peux corriger en ligne, pour m'assurer que vous comprenez bien les notions au fur et à mesure. Ça, c'est très important. Voilà. Donc voilà pour les primes verts. Je rajouterai un petit document sur les primulacées. Je vous ai dit hein, sur Discord qu'on va essayer de faire un type de fleurs par semaine. Donc cette semaine, c'est les primulacées. Et donc la semaine prochaine, on fera la famille des fleurs dans lesquelles on n'a pas crête et pissenlit. Comme ça, il y a peut-être certains d'entre vous qui peuvent en récupérer dans leur jardin ou même pendant qu'ils font leur petit tour en ville. Moi, j'en ai trouvé, mais ce n'est pas forcément évident. En plus, les petits tours en ville vont devenir de plus en plus petits, à ce que j'ai cru comprendre. Et de toute façon, on n'a pas accès au jardin. Mais bon, voilà. Celle d'après, ce sera aussi une fleur qu'on peut trouver dans, en pleine ville, au bord des trottoirs. Voilà. Donc, si ça vous va, on va faire comme ça. Je voulais aussi vous dire autre chose, c'est que les TP suivants qu'on va faire, je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de TP. Mais après, et je pense qu'il y aura la semaine d'après, évidemment, j'aimerais bien qu'on fasse du coup les TP fruits et les TP multiplication végétative parce que ça,
vous pouvez vous-même avoir du matériel et le regarder assez facilement chez vous. Hein, une pomme, éventuellement une fraise, une noix, etc. Ça, c'est des choses que vous pourrez regarder chez vous. Je vous ferai la liste des échantillons qu'on aura à étudier. Et ce qu'on fera, c'est que de toute façon, vous aurez les photos de tous ces échantillons, toutes les explications. Donc, si vous n'avez pas les échantillons, ce n'est pas grave du tout. Ne prenez pas de risque pour trouver des échantillons, etc. D'accord? Donc, on regardera tout ça et je vous en donnerai les modalités au fur et à mesure. Est-ce que ça vous va? On travaille comme ça. Donc, une fleur par semaine et puis les TP fruits, multiplication végétative, etc. Si Alix dit oui, on va dire que tout le monde dit oui. OK. Alors ensuite, donc sur les primes verts, je reviens aux primes verts. Vous aviez aussi un petit exercice à faire. Donc on en est à la dernière page du poly. Donc on vous demandait là on imagine. Non, on vous demandait en fait de faire un échiquier de croisement entre une brévistylée et une longistylée, parce que c'est toujours ce qui se passe. Hein. On croise toujours une brévistylée avec une longistylée. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on obtient et quelle est la proportion de chacun des génotypes et des phénotypes. D'accord? Donc, vous avez le génotype longistylé ou brévistylé, et puis le phénotype longistylé ou brévistylé, et les génotypes grand S sur petit s ou petit s sur petit s. C'est ça. D'accord? Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous pouvez refaire l'échiquier très vite. Alors, le tableau que j'avais fait a une ligne de trop ou une colonne de trop. Hein. D'accord? Donc, dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'on obtient dans la descendance. Alors, Alex, il y a une question d'Alexandre sur les fleurs. Donc, pour les primes vertes, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est longistylé, brévistylé, parce que ça, c'est au programme. Pour les fleurs suivantes, donc pâquerette et pissenlit, puis la semaine d'après, ce sera vraiment des familles qui sont incontournables, donc il faudra en connaître les caractéristiques. Oui. En tout cas, savoir les reconnaître. Après, au concours, vous avez toujours la fleur bonnier pour vous aider. Alors, dites-moi, dans la descendance, si je croise une brévie avec une longistylée, qu'est-ce que j'obtiens? Quel pourcentage de brévistylée? Quel pourcentage de longistylée? Soyez réactifs. Ce n'est pas un échiquier difficile à faire. Hein. J'attends. Alors, oui, Pauline, c'est ça qu'on va obtenir. Donc voilà l'échiquier. Oh, non, ça c'est encore. Voilà. Je vais. Donc on obtient. Alors, juste, moi je me suis trompée. Oui, en fait, je me suis complètement trompée, c'est-à-dire que j'ai mis grand S et petit s, je les ai confondus. Donc, ce n'est pas tout à fait exact ce que je vous ai mis. Donc, les brévistylés sont petit s, grand S, mais les longistylés sont petit s. D'accord? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est 50% de longistylés, soit 50% de brévistylés. Est-ce que c'est bon pour tous? Donc ensuite, alors mes échiquiers sont incorrects là, hein, parce que j'ai mélangé quand j'ai fait mon schéma, donc je vous le referai avec les bonnes notations. Si je prends des plantes longistylées et qui deviennent strictement autocompatibles, comme mes plantes longistylées sont petit s, on est bien d'accord que dans la descendante, j'aurai que des petits s, petit s. Si mes plantes sont, elles, brévistylées, d'accord? Donc là, j'aurai un échiquier grand S, petit s. Et je vais obtenir 25% de petit s qui, elles, sont longistylées.
d'accord, 50% de brévistilé et 25% de grand S, il ne faut pas regarder ce que j'ai écrit exactement, dont je ne connais pas le génotype, enfin, dont je ne connais pas le phénotype. Et de génération en génération, c'est ce qu'on avait vu en cours, en fait, mon pourcentage d'hétérozygotes va diminuer et je vais fixer dans ma population, en fait, deux sous-populations. Une grand S, dont je ne connais pas le phénotype, d'accord, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais même pas si c'est viable, et une petite s, qui sera donc l'angistylée. Donc, de ce fait, on voit bien que si je n'ai que de l'autocompatibilité stricte, donc ce qu'on appelle autocompatibilité stricte, ça veut dire que la plante ne peut se croiser qu'avec elle-même, d'accord? Donc, si j'ai de l'autocompatibilité stricte, eh bien à ce moment-là, j'ai plus du tout de diversification associée à la reproduction sexuelle. Donc, cet exercice permettait de le montrer. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai. Sinon, on peut passer maintenant aux exercices sur les enzymes. Alors, sur les enzymes, il faut que j'ouvre un nouveau diapo. Alors, on va d'abord prendre le premier exercice. Il faut juste que je retrouve, je vous demande 1 minute pour que je retrouve mon diapo. Voilà, j'ai retrouvé mon énoncé. Donc, tout va bien. Donc ici, le premier exercice, alors ce n'est pas toujours très bien sorti sur le diaporama, qu'on n'avait pas vu ensemble, hein, c'est l'exercice page 8, donc effet du pH sur la glycérol déshydrogénase. Donc là, je vous ai fait une correction sur Excel. Donc là, j'ai fait juste des copier-coller sur diapo pour que je puisse vous les faire suivre. Donc c'est l'effet du pH et vous avez donc une enzyme qui transforme le glycérol en dihydroxyacétone, d'accord, et le NAD+ en NADH, H+, d'accord. Donc, on va suivre l'activité de l'enzyme par spectrophotométrie qui permet de suivre l'apparition du NADH, H+. Donc ça, c'est une façon de suivre la cinétique enzymatique. L'année dernière, dans les TP blancs, j'avais fait un exercice comme ça où on suivait une cinétique enzymatique par spectrophotométrie, c'est très simple. Et on vous donne donc un tableau avec les différentes concentrations en glycérol, la vitesse initiale à pH 7,6 et la vitesse initiale à pH 9. D'accord? Alors, je n'ai pas recopié ce tableau sur le diapo, mais vous l'avez normalement sous les yeux. Donc, quand je regarde les données du tableau, finalement, la première question, c'est à quel pH l'enzyme a-t-elle le plus d'affinité pour son substrat? Donc ici, j'ai fait le graphe vitesse initiale en fonction de la concentration d'ATP. Donc ici, en bleu, je suis à pH 6 et en rouge, je suis à pH 9. D'accord? J'ai rajouté le point 0 pour que ce soit visible. Alors normalement, je n'aurais pas dû mettre les logarithmes. J'étais censée les avoir enlevés. Voilà. Donc dites-moi simplement à quel pH on a le plus d'affinité pour le substrat. Donc à pH 7,6, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a à pH 9 par contre? Donc il y a moins d'affinité, mais qu'est-ce qui fait qu'à pH 9, ça pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui est intéressant, c'est que mes deux courbes ici, elles vont se croiser. Oui, ça sature moins vite. Ça veut dire qu'elle a moins d'affinité. D'accord? Ça sature moins vite parce qu'elle a moins d'affinité. Mais par contre, voilà,
ça sature aussi moins vite parce qu'elle a une vitesse maximale plus élevée. On voit bien qu'ici, hein, avant d'arriver à la vitesse maximale, il y a encore du temps. On est encore sur quelque chose qui est en croissance importante ici. On est bientôt sur une vitesse qui va devenir maximale. Donc, on a vraiment un changement de comportement de mon enzyme en fonction du pH. Une enzyme qui peut être très rapide, mais avec beaucoup d'affinité, mais une Vmax assez faible, et une autre avec peu d'affinité, une Vmax plus importante. Alors, donc, par contre, avec ce graphe, hein, on ne dispose pas de suffisamment de données pour déterminer Vmax, et donc le Km, et en particulier pour pH 9. Donc, la solution, c'est de passer en Lineweaver-Burke, comme ici. Donc, en Lineweaver-Burke, on obtient des droites. J'ai mis 1 sur C, 1 sur VI pour chaque pH. Donc, pH 7, 6 en bleu, pH 9, je reviens juste en rouge. Voilà, j'ai gardé pH 7, 6, donc ici en bleu, et pH 9 en rouge. Alors, avec ça, j'obtiens pour Vmax à pH 7, 6, 0,1 et à pH 7,9, j'obtiens 0, presque 19. Donc, on confirme bien qu'on a une Vmax qui a augmenté. La Km, on voit bien que le Km est beaucoup plus faible à pH 7,9 que à pH 7,6 que à pH 9. D'accord? Donc, on change vraiment les spécificités de mon enzyme. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Km est plus petit, donc l'affinité de l'enzyme pour son substrat est plus grande, mais Vmax est plus petite, etc. Et on vous demandait de mettre ça en relation avec le fait que les concentrations sont très faibles dans les conditions cellulaires et on a un pH à 7,6. Donc ça, c'est tout à fait cohérent parce que finalement, quand on est à pH 7,6, il y a une très forte affinité. Donc si on a très peu de substrat, la Vmax, on s'en fiche. Ce qui compte le plus pour accélérer la réaction, c'est l'affinité pour le substrat. D'accord? Et donc, on a une enzyme qui est bien adaptée aux conditions cellulaires, même si aux conditions cellulaires, elle n'a pas sa Vmax. Voilà. Donc, c'est un exemple. C'est toujours intéressant de remettre en perspective les propriétés de l'enzyme avec sa fonctionnalité dans la cellule. Hein, c'est un peu aussi ce qu'on avait fait avec les exokinases. On avait bien vu qu'avec les exokinases, selon qu'on est dans le foie ou dans le rein, dans le foie ou dans les muscles, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes affinités, mais on n'a pas non plus tout à fait les mêmes fonctions et les mêmes rôles pour ces deux types d'organes. Et puis, vous avez le dernier exercice que vous aviez à faire. Donc là, je vais simplement vous commenter les courbes, d'accord, et puis répondre éventuellement à vos questions. Donc, premier point, donc vous avez deux enzymes, M1 et M2, qui sont des enzymes oligomériques, d'accord, constituées de 4 sous-unités et qui sont issues d'un épissage alternatif. Donc, elles varient en fait seulement de 21 résidus d'acides aminés. Voilà. Et donc, ces deux enzymes, on va comparer leurs propriétés. Donc, quelles sont les propriétés des deux isoformes de la pyruvate kinase? Déterminez grossièrement leurs paramètres cinétiques. Justifiez vos réponses. Alors, déjà, pour qu'on soit bien dans le contexte, dans un contexte cellulaire, la pyruvate kinase, donc sa réaction qu'elle catalyse, c'est la transformation du phosphoénol pyruvate plus ADP en pyruvate plus ATP. Donc, elle va en fait transporter un groupement phosphate du phosphoénol pyruvate à l'ADP pour fabriquer de l'ATP. Et ça, c'est la dernière étape de la glycolyse qui permet d'obtenir de l'ATP. D'accord? Ce pyruvate ensuite sera utilisé par la cellule. On voit qu'on peut essayer de regarder comment cette enzyme se comporte en présence de fructose bisphosphate. Il faut savoir que le fructose 1,6-bisphosphate, c'est un intermédiaire également de la glycolyse. D'accord? Donc, vous avez ces deux molécules hein, qui interviennent dans la glycolyse, en fait. Cette enzyme qui intervient dans la glycolyse, etc. Alors, pour répondre à la première question, je vais regarder ce qui se passe
en absence de fructose bisphosphate, parce que certainement, comme il y a des modifications, hein, ça veut dire que le fructose biphosphate pourrait être un effecteur. Quand je regarde M2, je vois que j'ai bien une cinétique totalement sigmoïde, typique d'une enzyme allostérique oligomérique. Par contre, quand je regarde M1, j'ai une cinétique qui me semble beaucoup plus correspondre à une cinétique michaélienne. D'accord. Et donc, là, ça signifie que cette fois-ci, on a une enzyme, même si elle est oligomérique, il n'y a pas a priori d'effet coopératif. On n'a pas une enzyme allostérique. D'accord. Donc, ce qui les différencie, c'est que l'une est allostérique oligomérique et pas l'autre. Alors, le fructose 1,6-biphosphate, quelle est son action sur les deux isoformes? Alors, si je regarde M1, le fructose bisphosphate n'a aucun effet. D'accord? Donc, le fructose bisphosphate n'est pas un effecteur de l'enzyme M1. Si je regarde l'enzyme M2, donc il y a une forme sigmoïde, donc j'ai un K, un demi qui est à peu près ici, autour de 200, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle a une affinité relativement faible pour son substrat par rapport à M1. Et quand je regarde maintenant en présence de fructose 1,6-bisphosphate, je vois que tout d'un coup, j'ai une cinétique qui semble devenir michaélienne. Et par exemple, si je me mets à une concentration de 200, hein, je vois que là, tout d'un coup, j'ai une activité qui est beaucoup plus importante. Et à des concentrations plus faibles, je passe quasiment du tout au rien. D'accord? Donc, le fructose 1,6-biphosphate, je peux dire dans un premier temps qu'il a un rôle très important parce qu'il permet d'accélérer la réaction avec des concentrations faibles de substrat. D'accord? Et donc, il augmente l'affinité de mon enzyme pour son substrat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, on a l'impression qu'on passe d'un régime euh, euh, avec une cinétique sigmoïde à un régime avec une cinétique michaélienne. D'accord? Et ensuite, quand je regarde mon mutant, donc qui a été muté sur un acide aminé, mais si on regarde bien l'énoncé, cet acide aminé fait partie des 20 acides aminés qui différencient les isoformes M1 et M2. Donc il a peut-être un rôle important. Et je vois que quand je modifie un seul acide aminé, je reviens sur une cinétique qui ressemble à celle de M1. Donc j'ai un comportement qui ressemble à celui de M1 et j'ai une cinétique qui est plutôt michaélienne. Donc ça signifie qu'a priori, cette fois-ci, on n'a plus de sensibilité au fructose 1,6-bisphosphate. Et donc, ça voudrait dire que cet acide aminé, il est impliqué dans deux choses, non seulement dans l'effet coopératif et donc dans l'allostérie de mon enzyme, mais également peut-être dans la sensibilité au fructose 1,6-bisphosphate. Voilà. Donc, vous avez ici un exemple où on voit bien qu'une enzyme peut être oligomérique sans être allostérique. D'accord? Et puis, on a des régulations très fortes. Et on voit bien que quand on a de l'allostérie, comme ici, on va facilement réguler. Donc, et on va facilement passer du tout au rien. On peut mettre en fait cette enzyme en on-off à des concentrations faibles de substrat. Comment on interprète ça? Ici, quand on a, dans notre cas ici, si j'ai beaucoup de fructose 1,6-bisphosphate, ça veut dire que finalement, j'ai une sorte de... Mon fructose 1,6-bisphosphate, c'est un intermédiaire de ma glycolyse. Donc, si j'en ai beaucoup, c'est que j'ai une sorte d'engorgement de ma glycolyse. Elle n'avance pas assez vite et je suis en train, en quelque sorte, d'avoir plein d'intermédiaires qui s'accumulent et ça, c'est pas très bon. Donc, finalement, vous avez un phénomène qui va permettre d'accélérer la réaction. D'accord? Par contre, si je n'ai pas de fructose 1,6-bisphosphate, pas la peine d'accélérer la réaction, d'une certaine manière. Donc, on voit bien l'intérêt de ce contrôle pour finalement avoir, d'une certaine manière, une glycolyse fluide. Alors, pourquoi j'ai les deux isoformes? Peut-être qu'ils existent dans la cellule, peut-être qu'il y a certaines cellules qui ont besoin d'une glycolyse qui soit toujours très efficace, etc. etc. Voilà. Donc, pour les deux exercices, je vous mets les corrigés, rédigés sur le drive, d'accord, pour que vous ayez bien tout et que vous ayez bien un exemple d'exercice corrigé d'enzymologie. Voilà. Et puis, je vous souhaite également un très bon week-end
Alors, du coup, le fructose 1,6-biphosphate, c'est un effecteur et c'est un activateur de mon enzyme. Voilà, pour répondre à votre question, Juliette. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur Discord. Je ne serai pas tout le temps en ligne hein, dans le week-end, mais je répondrai au fur et à mesure aux questions posées. Si vous avez d'autres questions là sur les enzymes, c'est le moment. Et sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Vous avez de quoi vous occuper, hein, j'ai cru comprendre. Et puis, reprenez les cours et je vous dépose dans la soirée ou dans la journée de demain le prochain cours rédigé. Et vous pouvez déjà commencer à regarder les figures, hein, ça donne déjà pas mal d'informations. Voilà. Écoutez, à bientôt et puis c'était un plaisir de vous avoir en ligne. Au revoir.